Salut, c'est Alain. D'épisode en épisode, sur la chaîne Médiévalin, je vous parle du Moyen-Âge. Mais dites-moi, c'est quoi exactement le Moyen-Âge? Une période qui va du 6e au 16e siècle, ok. Mais on peut être un peu plus précis. Elle commence avec les invasions barbares, qui ont provoqué la chute de l'Empire romain, et donc la fin de la période précédente, l'Antiquité. Oui, ok. Si je comprends correctement, ça revient à dire que tout d'un coup, quelques sauvages pillards ont fait s'effondrer la plus grande et la plus puissante civilisation du monde, présente sur 3 continents et vieille de près de 1300 ans. Ça ne doit pas être aussi simple et aussi caricatural. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé chez les Romains qui a entraîné l'Europe dans ce qu'on a appelé, bien plus tard, le Moyen-Âge ? Si on prend la peine de se pencher sur les raisons qu'ont données dès le 5e siècle les historiens à la disparition de l'Empire romain, on voit que ce ne sont pas les théories qui manquent. En 1984, un historien allemand a recensé plus de 210 théories sur le sujet. Alors on va essayer de faire un peu le tri. On trouve là-dedans, pêle-mêle, la décadence due au contact avec les peuples non romains et qui aurait entraîné une mauvaise discipline dans les légions, le saturnisme, dû au plomb des canalisations qu'ils avaient inventé et qui les aurait affaiblis dramatiquement, notamment face aux Perses, leur grand ennemi d'Asie. Ce serait la faute de la montée de l'Église chrétienne, qui aurait fait disparaître les vertus civiques de l'Empire romain et l'aurait dilué, en quelque sorte, dans sa propre culture. On a dit aussi que c'était la faute de l'absolutisme des derniers empereurs, qui les a menés à leur perte, comme la monarchie française a conduit à la Révolution. Il y a même ceux qui considèrent que l'Empire romain n'a pas vraiment eu de fin, qu'il a juste progressivement muté jusqu'à l'époque carolingienne et un nouvel empereur, Charlemagne. Et plein d'autres choses encore. Même Montesquieu consacre au sujet l'un de ses ouvrages, où il dénombre pas moins de 19 causes à cette décadence, jusqu'au 19e siècle et aux fameuses invasions barbares, responsables de la chute d'une civilisation modèle, tellement brillante et tant regrettée à la Renaissance. Au passage, l'Antiquité, ça a été très long. Et comme pour le Moyen-Âge, on a souvent tendance à tout mélanger. La République avec l'Empire, César ou Auguste avec Constantin, Dioclétien, on met tout dans le même sac, quoi. Mais il faut bien comprendre que depuis le IIIe siècle, l'Empire n'est plus la civilisation brillante qu'elle a pu être et qu'elle fait face à plusieurs crises majeures. Bon, c'est vrai que dès le début, la cour impériale est un nid d'intrigues. Mais malgré tout, au 1er et 2e siècle, il y a une relative stabilité politique. Mais entre les années, on va dire 235 et 270, il y a environ 70 empereurs, 2 par an. Et bien sûr, pour qu'il y en ait autant, c'est que tous, sauf 2, meurent assassinés. Est-ce que le meurtre d'un empereur est un petit mouvement? Le meurtre? En bref, Rome, au IIIe siècle, c'est la guerre civile. Oh, c'est pas la première fois. Après tout, c'est ce qui avait mis fin à la République, à la mort de Jules César, et qui avait abouti à la création de l'Empire. Oui, mais à l'époque, on avait globalement réussi à stabiliser la situation grâce à un chef fort, Octave, et une guerre de conquête très importante qui avait renforcé son propre pouvoir et la situation politique. Là, la situation est différente, parce que justement, il n'y a plus grand-chose à conquérir d'intéressant. Et les frontières deviennent tellement lointaines, tellement grandes, qu'on a de plus en plus de mal à les tenir. Il faut sans cesse renforcer en hommes, et bien évidemment, les équipements militaires, la solde des légionnaires, des mercenaires aussi, sur des milliers de kilomètres. Cela coûte épouvantablement cher. Et dans un contexte de guerre civile, qui absorbe elle-même une grande partie des ressources,
ça devient vite très compliqué. Et du coup, bien sûr, ces frontières subissent une forte pression de la part des voisins proches. C'est par exemple ce qui se passe au-delà du Limès, cette fortification qui garde l'empire des barbares du Nord et de l'Est. Mais si cette fortification existe, c'est bien parce qu'il y avait déjà des attaques. Est-ce que celles-ci deviennent plus importantes? Pas forcément. Mais la frontière, elle, devient beaucoup plus fragile, plus perméable. Et ce, pas seulement du côté germanique, mais tout du long en fait. Et comme à la différence de ce qu'on avait connu avant, ces frontières sont immensément longues, tout ça finit par mettre à sec le trésor romain. D'où une crise budgétaire qui s'ajoute à la crise militaire. Vous me suivez? Empire trop vaste et relativement riche, d'où frontières impossibles à garder, pillards au-delà, doublés d'une guerre de pouvoir. Tout ça conduit à la ruine. Attention, je parle d'attaques frontalières, de pillages faciles, pas d'invasion ni de conquête de territoire, d'accord? Déjà, on voit là un premier élément de ce qu'on pourrait traduire par une sorte de décadence. Le bel empire, lumière du monde, n'a plus un rond pour les routes, les infrastructures, etc. La sécurité, c'est-à-dire l'armée, passe avant tout. Mais c'est un cercle vicieux. Et la crise économique n'aide pas la crise militaire, évidemment. Parce qu'à cette époque, négliger l'économie du pays, ça revient à diminuer les ressources, notamment alimentaires, donc à créer une disette qui débouchera sur une crise démographique. Moins à manger, moins de résistance face aux maladies, donc plus de mortalité, moins de naissances aussi, quand on n'est pas sûr de pouvoir subvenir aux besoins d'une famille, et donc désertification des campagnes, donc moins de main-d'œuvre, donc moins de ressources, gros cercle vicieux. Alors, c'est vrai que c'est un peu une caricature et qu'il faut relativiser. Ça ne se passe pas partout comme ça. Mais on estime que la Gaule perd environ 20% de sa population. Et puis, évidemment, tout ça, ça fait aussi moins d'hommes disponibles dans les armées. Ah oui, et puis aussi, moins de contribuables. Ce n'est plus seulement un cercle vicieux, mais les anneaux olympiques en fait. Chaque crise, militaire, budgétaire, économique et démographique, alimente la crise d'à côté. Par ailleurs, une autre grande différence entre la crise du IIIe siècle et celle du 1er siècle avant Jésus-Christ, qui avait débouché sur la création de l'Empire, justement vient du fonctionnement même du monde romain, république comme empire. Je veux parler de ses relations avec le monde extérieur, le monde non romain, barbare. Les Romains, c'est là l'un des fondements de leur civilisation, sont des conquérants et des esclavagistes. Tant qu'il y a des territoires à conquérir, c'est parfait. Ça rapporte du butin qui alimente l'économie et des esclaves qui font tourner les grandes exploitations agricoles, les villets. Et c'est bien ça qui a donné du pouvoir aux premiers empereurs. Mais la crise du IIIe siècle fait disparaître le pillage et surtout les razzias pour se procurer de la main-d'œuvre. Les sources disent que le prix d'un esclave a été multiplié par 20 à ce moment-là. Voilà encore un élément qui nourrit la crise économique. Allez, je vais en finir avec mon espèce de cours d'économie, avec une dernière chose. Il va de soi que les autorités ont cherché à réagir. Finalement, le problème central, c'est la monnaie. On manque d'argent. Pas de souci, il suffit de dévaluer. Ou alors d'augmenter les impôts, tiens. Ça, pour avoir dévalué, ils s'en sont pas privés. À tel point que l'argent en circulation ne vaut plus rien. Et c'est un point super intéressant parce qu'on a découvert à différents endroits des trésors de pièces enfouis là pour les protéger. On a cru longtemps que c'était dû aux invasions de nos fameux barbares. Les paysans auraient caché leur fortune pour la mettre à l'abri. Sauf que les dernières études montrent qu'en fait de fortune, l'argent caché ne vaut quasiment rien. Ça ne vaut même plus la peine de déterrer les économies qu'on avait précédemment mises de côté.
Quant aux impôts, eh bien, eux aussi ont été largement utilisés. Tellement que la colère a vraiment fini par gronder et que les paysans gaulois se sont mis à émigrer du côté barbare de la frontière et à se joindre aux pillards. Dans un cas, on a alimenté la crise économique, dans l'autre, la crise militaire. C'est marrant parce que jusque-là, vous remarquez que j'ai très peu parlé des fameux barbares censés être responsables de tous les maux. Et encore, quand j'en ai parlé, c'est à propos des ennemis de Rome, au-delà des frontières de l'Empire, mais pas particulièrement du côté des peuples germains. Ouais, mais l'effet de toute cette crise, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on finit par dégarnir les frontières des troupes qui la gardaient. Ben oui, quand l'argent manque, en pleine gabegie du pouvoir central, on ne va quand même pas diminuer les salaires des hauts fonctionnaires. Alors, on fait des économies en retirant les troupes des positions qui n'avaient pas trop de problèmes. Le fameux limès, par exemple. Et ça ne passe pas inaperçu des peuples germaniques, qui du coup multiplient leurs attaques et leurs pillages. Alors, j'ai bien dit pillage, pas invasion. Pourtant, c'est vrai qu'il peut leur arriver d'entrer très loin sur le territoire gaulois, puisqu'on a les traces d'une bande de Germains, vers 250, qui ont pénétré très loin, jusqu'aux Pyrénées en fait, avant de rentrer chez eux. C'est une invasion sans doute, mais sous la forme de raids, de chevauchées, comme on dira plus tard en plein Moyen-Âge. Bon, ce que je veux dire, c'est que nos fameuses invasions barbares ne sont pas vraiment la cause de la chute de l'Empire romain, mais plutôt la conséquence. À partir de ce moment, la présence des barbares germains en Gaule est un phénomène très complexe, et lui attribuer le seul qualificatif d'invasion est très réducteur. Mais ça, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo, pour mieux comprendre ce qui s'est passé après la chute de l'Empire romain.